suivre Sans Frontières TV, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir aujourd'hui dans cet entretien spécial M. Ngouda Fall Kane, président de l'ONG ACA, ancien président de la SYNTIF, ancien inspecteur général d'État. Nous reviendrons plus largement sur son parcours professionnel durant cette émission. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je vous remercie. C'est un honneur de vous avoir sur ce Madame plateau. Fatou Ngom-Thiam, c'est vraiment un plaisir de répondre à votre invitation. Merci. Merci donc pour justement avoir fait le déplacement sur nos plateaux. Alors, vous êtes à la tête de l'ONG ACA, qui organise les premières assises de la recherche opérationnelle sur le crime organisé en Afrique le 15 janvier prochain. Pourquoi ces assises maintenant et pourquoi le Sénégal? Merci Madame Fatou. Écoutez, nous avons réfléchi pendant presque plus d'une année sur un thème qui peut en tout cas intéresser les décideurs et les principaux acteurs de la lutte contre le crime organisé dans ses principales composantes, la dimension économique et financière et la dimension extra-économique. Et nous avons retenu la recherche opérationnelle dans la lutte contre le crime organisé comme thème principal, thématique globale, en tout cas des premières assises que nous voulons pérenniser. Peut-être chaque année on ne pourra pas le faire, mais au moins chaque 2 ans qu'on puisse arriver à le faire. La recherche opérationnelle, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, sur le plan orientation normative ou orientation stratégique, les États, que ce soit des pays développés comme des pays sous-développés, ont pris tous les textes nécessaires. Toute la législation, elle est disponible pour lutter contre les crimes organisés. Notamment la corruption. Il y a les instruments internationaux de l'ONU, les différentes conventions de l'ONU, la convention sur la corruption de Mérida, la convention sur la criminalité transnationale, transfrontalière, etc. etc. Donc, et pour nos différents États, comme je l'ai dit tantôt, tous les textes sont disponibles pour lutter, en tout cas du point de vue juridique, pour lutter contre les crimes organisés. Les textes sont disponibles. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? D'apprécier l'efficacité de la lutte, de voir sur le plan de l'opérationnalisation ce que ça a donné et quelles sont les actions que nous pouvons mener, des actions qui ne sont pas à l'encontre des dispositifs juridiques. Mais est-ce qu'il y a un problème d'application des textes, notamment au Sénégal? Voilà, c'est ça l'intérêt de la recherche opérationnelle. Nous partons de l'application des textes pour voir quelles sont les actions complémentaires qu'on peut mener et qui ne sont pas en contradiction avec les dispositifs législatifs et réglementaires pour mieux lutter contre le crime organisé. Parce qu'il y a un problème d'efficacité des systèmes qui se posent, des systèmes de lutte. Ce n'est pas uniquement en Afrique, ni au Sénégal. Le problème se pose également dans les pays développés. Le terrorisme, aujourd'hui, évolue sous plusieurs formes. Vous avez vu, dans ces dernières années, on a vu évoluer ce qu'on appelle les voitures béliers. Les terroristes qui prennent des voitures et foncent sur la foule. Vous avez vu ce qui se passe dans le monde. Et aujourd'hui même, certains osent nous parler de narcoterrorisme. Donc, les principales composantes du crime organisé sont en train d'évoluer. Le blanchiment de capitaux. Mais le blanchiment de capitaux également. Et le blanchiment, Madame Fatou,
ne s'apprécie pas en dehors des délits sous-jacents ou des crimes sous-jacents. Le blanchiment est un délit de conséquence. Pour qu'il y ait blanchiment, il y a toujours une infraction de base. Et cette infraction de base peut être une composante fondamentale du crime organisé. Comme le trafic de drogue, par exemple. Mais le trafic de drogue, le détournement de deniers publics, le terrorisme est une infraction sous-jacente du blanchiment. Ou du moins, c'est ça. Donc, tout cela pour vous dire que ça évolue et il nous faut s'adapter. Bon, est-ce que les textes évoluent? Bon, ça c'est à voir. Parce que, bon, de toute façon, dans la zone UEMOA, on a constaté ces dernières années une tentative d'adaptation, surtout en matière de lutte contre le blanchiment. Les dispositifs évoluent, le périmètre de la déclaration de soupçon a été élargi, les seuils de conformité, même s'ils sont à 5 millions, c'est-à-dire à partir de 5 millions, les institutions financières sont tenues d'appliquer les dispositifs de conformité. Mais le seuil a été porté à un certain montant, 15 millions je crois, pour la déclaration. Pour la déclaration. Et c'est systématique. Quand ça atteint ce taux, on doit en principe déclarer. Donc, il y a d'autres délits et crimes qui ont été intégrés, tels que la circulation des armes légères et des armes de destruction massive. Donc, cela est extrêmement important. Donc, les assises auxquelles vont participer d'éminents experts d'ici et d'ailleurs, parmi lesquels on pourrait citer le professeur Xavier Ofer, des professeurs spécialistes en intelligence artificielle, et d'outils d'aide à la décision en matière de lutte contre le crime organisé, et des experts de la lutte contre l'immigration clandestine, qui aujourd'hui constitue un fléau, un véritable fléau pour nos pays. Les jeunes sont en train de mourir dans l'océan en masse, et il n'y a pas de solution. Ce n'est pas des textes qui peuvent les arrêter, c'est des actions pratiques, des actions opérationnelles qu'ils peuvent mener. Quand vous dites actions pratiques opérationnelles, vous faites allusion à quoi? Oui, par exemple, si le texte dit l'immigration clandestine ou ceux qui le favorisent sont punis par la loi, la loi prévoit telle sanction, il ne faut pas qu'il le fasse, etc., etc. Mais il faudrait qu'on puisse constater sur le terrain ce qui est fait de manière globale pour arrêter cette immigration. Et ça, vous savez, c'est une mission qui, généralement, est dévolue aux forces de défense et de sécurité. Il y a eu récemment beaucoup d'arrestations par le pôle judiciaire financier. Ça, c'est l'opérationnalisation. C'est le caractère opérationnel. Et ça, c'est très important. C'est très important. Ce sont ces aspects-là que nous voulons nous faire ressortir. Très bien. Au cours de ces assises. Justement, en quoi ces assises marquent-elles une rupture par rapport aux autres initiatives de lutte contre le crime organisé que nous avions l'habitude de voir? En quoi ces assises marquent-elles une rupture par rapport aux autres initiatives de lutte contre le crime organisé que nous avions l'habitude de voir? La rupture vient du fait que, d'abord, la technologie a évolué. Je vous donne un exemple. On est aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle, quel rôle peut-elle jouer dans la lutte contre le crime organisé? Est-ce un élément permissif ou un élément de lutte? À quoi répondez-vous à cette question? Non, moi je crois que si l'intelligence artificielle est bien utilisée, elle peut servir énormément dans la lutte contre le crime organisé. Il y a également d'autres outils d'aide à la décision qui seront évoqués lors des assises. Je ne rentrerai pas dans les détails, qui peuvent aider les décideurs quand même à mieux comprendre
d'abord la phénoménologie de la lutte du crime organisé, mais également comment organiser la lutte. Quels seront les grands thèmes de ces assises? Bon, les grands thèmes, nous aurons un thème sur le terrorisme issu du fanatisme religieux. Hein? Et surtout en Afrique, que faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y aura un thème également sur les outils d'aide à la décision, tels que l'intelligence artificielle. Hein? Comment les éléments le numérique peut aider à lutter efficacement contre le crime organisé. Il y a également un thème sur les flux financiers illicites, hein, et sur les stupéfiants. Hein? C'est très grave ce qui se passe en termes de stupéfiants, particulièrement la drogue. Hein? La drogue tue énormément. Hein? Et il y a de nouvelles formes de drogue qui sont très accessibles. Et des drogues de synthèse. Oui. Hein? Qu'on appelle ecstasy, je crois. Hein? Qu'on appelle ecstasy, si je me trompe. Oui, l'ecstasy et comment on appelle encore les méta... Bon, il y a des drogues de synthèse qui sont aujourd'hui très présentes dans la zone ouest-africaine et qui circulent dans nos pays, hein, dans notre pays. Parce que très accessible. Oui, qui nous viennent, parce que c'est très accessible, qui nous viennent de l'Algérie, hein, qui nous viennent également de la Syrie, etc., des drogues qui sont là, des drogues de synthèse, elles sont nombreuses. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une situation particulièrement propre au Sénégal où notre pays est au même niveau que les autres nations africaines en termes de crimes organisés? Ah oui, nous sommes pas... Le Sénégal n'est pas à l'abri du crime organisé. Ça, d'abord, c'est un constat. Hein. Il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers. Nous sommes dans nous appartenons à une zone qui est en ébullition du point de vue de l'évolution du terrorisme. Les menaces ne sont pas éloignées de nos frontières. Et ça, c'est déjà très important. Je crois que... Elle est à nos portes, la menace. Mais, je dis, elle est à nos portes. Bon, il y a également la drogue qui circule à un niveau extrêmement élevé dans ce pays. Hein. Qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité. C'est la réalité. Et à un moment donné, on pensait que c'était une zone de transit, mais c'est devenu une zone de trafic. Hein, une plaque tournante. C'est une plaque... Bon, plaque tournante, c'est... On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, mais en tout cas, la drogue circule, particulièrement la cocaïne, avec la fermeture de la route des Caraïbes. C'est la route de l'Atlantique qui fonctionne aujourd'hui. Et vous savez, nous sommes dans une position privilégiée au niveau de cette route-là. Donc, la drogue circule et la drogue tue énormément. Hein. Et il y a autre chose. Mais pas uniquement la drogue, mais aujourd'hui, dans ce pays, on fabrique de l'alcool artisanal qui fait que les gosses, tous les gosses sont aujourd'hui malades. Vous les voyez, si vous voulez, dans les rues, mais vous êtes... mais c'est grave. Hein? De l'alcool, on ne sait pas d'où ça vient. Et ça se vend à des prix accessibles à tout le monde, 100 francs, etc. C'est grave. Et tout ça rentre dans le cadre de la désorganisation d'une société. Et il faut lutter contre ça. Le crime organisé désorganise la société. Mais tout cela rentre dans ce cadre-là. Qui nous vend ça? Ça vient d'où? Des questions légitimes. C'est des questions légitimes. Et comment faire face à ça? Je crois que c'est important. C'est important. Donc, il y a un thème sur les stupéfiants.
sur les trafics illicites de fonds. Il y a également sur l'immigration clandestine, et sur, si vous voulez, l'utilisation des outils d'aide à la décision, tels que l'intelligence artificielle. Alors, que peut-on attendre concrètement des travaux de ces assises? Mais voilà, ce qu'on peut attendre, c'est de pouvoir fournir aux autorités, aussi bien sénégalaises qu'africaines, des éléments de réflexion. De réflexion. Parce que la réflexion permet d'orienter la décision. C'est pourquoi on parle d'outils d'aide à la décision. Oui. Il y aura un aperçu extérieur. Et ce ne sera pas uniquement l'Afrique. Le terrorisme, c'est l'Amérique, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Que faire? Que faire? Parce qu'on ne peut pas lutter en vase clos contre ce phénomène de crime transfrontalier. Il faut qu'il y ait une synergie des actions. Comme je le dis souvent, une synergie des énergies. Que les gens puissent coopérer. La coopération est fondamentale dans la lutte contre le crime organisé. Alors, des initiatives de ce genre, il y en a beaucoup, des événements de réflexion autour de thématiques aussi qui intéressent les différents pays africains. Mais comment comptez-vous faire pour que ces assises ne restent pas de simples événements de prestige, mais produisent un impact réel sur les politiques publiques? Oui, les assises seront couronnées par un document que nous... Une sorte de livre blanc? Oui, une sorte de... Bon, livre blanc, c'est devenu un livre politique, quoi. En tout cas, un document de synthèse qui sera remis aux autorités, aux décideurs, pas uniquement sénégalais, mais même africains, et qui sera également remis aux décideurs européens, parce que nous avons la participation d'experts de très haut niveau de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, de la Pologne, du Sénégal, des experts sénégalais de très haut niveau, de la Côte d'Ivoire, du Niger, etc. etc. Donc, voilà. Notre souci, c'est de préparer à l'issue de ces assises un document qui sera soumis aux plus hautes autorités de ce pays. Justement, quel est le degré d'implication des autorités sénégalaises? Nous avons vu récemment que vous avez été reçu par Madame le ministre de la Justice, Yacine Fall, au nom du Premier ministre. C'est bien ça? Oui, au nom du Président de la République. Du Président de la République. Oui, tout à fait. Je vous remercie, Fatou, de m'avoir posé cette question. Bon, écoutez, j'ai écrit au Président de la République. Peut-être qu'il n'avait pas le temps matériel parce qu'il préparait, je crois, il y avait des contraintes de calendrier qui font fait qu'il n'a pas pu me recevoir. Mais j'avoue que j'ai été très, très bien reçu par Madame le ministre Yacine Fall. Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Oui, ministre de la Justice, garde des Sceaux, avec qui j'ai discuté. J'ai expliqué d'abord la mission, comme je l'ai dit, et le fonctionnement de ACA. Et si vous voulez, je lui ai également parlé des assises que nous envisageons d'organiser le 15 janvier 2026. Et elle m'a écouté attentivement et m'a promis de porter cette information sous forme de note à l'attention de M. le Président de la République. Donc, c'est dire que les autorités sont impliquées, informées? Oui, de toute façon, je les ai informées. Parce que je ne peux pas organiser un événement de cette envergure sans pour autant informer les autorités de ce pays. C'était prévu pour le 25. Comme je n'ai pas pu les rencontrer, j'étais obligé de reporter. Parce que vous savez, moi je suis un administratif, et un ancien cadre du Trésor. Nous au Trésor, nous sommes des
nous sommes des militaires, on nous dit que voilà ce qu'il faut faire. Un comptable direct du Trésor, c'est ça. Et nous avons notre façon d'appréhender, d'apprécier le fonctionnement de l'administration, de voir le rôle des uns et des autres. Je ne peux pas organiser des assises sans pour autant informer les autorités. Je ne peux pas. Mais quand le ministre m'a appelé, j'étais ravi. J'ai dit que voilà, maintenant je peux dormir tranquille. J'ai quand même fait ce que je devais faire, informer les autorités de la tenue de ces assises. Très bien. Alors, nous allons en venir à votre parcours personnel, professionnel, de l'État à la société civile, parce que vous êtes aujourd'hui dans la société civile. Mais avant, vous étiez au cœur de l'État. Vous avez notamment été inspecteur général d'État et président de la SANTIF, payeur général, secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances. C'est bien ça? Payeur général du Trésor, oui. Payeur général du Trésor. Alors, quelles sont les leçons ou les enseignements à tirer de ce prestigieux parcours, selon vous? Oui, madame, vous avez raison. J'ai été... pas payeur général du ministère de l'Économie et des Finances, mais secrétaire général du ministère des Finances, de l'Économie et des Finances. Et du Plan. Et du Plan, oui. Avant, c'était ça. Il n'y avait pas Il n'y avait pas deux ministères. Il n'y avait pas deux ministères. C'était pas encore scindé, oui. Et j'ai été payeur général du Trésor, receveur général du Trésor, et pendant presque 10 ans, j'ai été trésorier payeur régional. Diourbel, Ziguinchor, Kaolack, je suis revenu à Dakar, etc., etc. Bon, l'administration m'a beaucoup appris. J'ai eu à côtoyer de grands hommes. D'abord, celui qui a construit à un moment donné un référentiel pour moi. C'était un génie, M. Ousmane Diop, qui était trésorier général du Sénégal, pour qui j'avais, et je continue d'avoir énormément d'admiration pour sa connaissance, sa fine connaissance de l'administration en général et de l'administration financière en particulier. Gaston Gèze disait: faites-moi de bonnes finances, je vous fais une bonne administration. Et l'administration du Trésor, c'est ça. On a appris le Trésor, mais on nous a appris également l'administration. Dans ma carrière, j'ai beaucoup vu. J'ai rencontré énormément de difficultés. J'ai eu également des moments de satisfaction. Mais j'avoue que rien n'a jamais été facile. J'ai servi dans des zones extrêmement difficiles. Il y a, par exemple, il y a quelques anecdotes que je vais vous donner. Oui. Mon premier poste, c'était à Bignona, de décembre 80 à 1983. J'ai quitté Bignona en 1983 dans des conditions qui, jusqu'à ce jour, me font souffrir. Qu'est-ce qui s'était passé? Non, un complot. Complot? Oui. Tout était faux dans ce qu'on me reprochait. Tout était faux. Qu'est-ce qu'on vous reprochait? On me reprochait d'avoir quitté mon poste pendant 8 jours sans demander l'autorisation. C'était mon patron régional qui avait informé. Abandon de poste. Abandon de poste. Et j'ai été relevé à mon absence. C'est en voulant traverser le bac qui pourrait aller à Bignona que j'ai été informé, je suis retourné sur place. Alors j'ai rencontré le trésorier Jean Ousmane Diop, accompagné de Mme Aïssatou Niang Ndiaye, qui était ministre du budget là à l'époque. Après, Aïssatou Niang Ndiaye. Le trésorier me dit: mais M. Kane, il paraît que vous avez quitté votre poste sans autorisation. J'ai dit: non, monsieur le trésorier général. J'ai toujours été administratif. J'avais mon sac et j'avais ma permission dans mon sac signée par le trésorier payeur régional.
J'ai dit non, monsieur le trésorier. J'ai quitté avec l'autorisation de mon patron du trésorier régional. Ma mère est décédée et je devais assister au 8e jour de son décès. Ah bon, votre maman est décédée? J'ai dit oui. C'est lui qui m'a donné la permission. Il m'a dit, montrez-moi, je lui ai montré. Il a vu sa signature et son accord. Il m'a dit, bon, allez, passez-vous. Allez, passez service. Venez travailler avec moi. Je crois qu'il y a des gens qui veulent vous détruire. Je n'oublierai jamais cela. Je suis resté avec lui, j'ai travaillé, j'ai eu l'occasion de travailler avec un homme qui a beaucoup joué sur ma carrière, un homme pour qui j'ai énormément d'admiration, un homme qui constitue mon second référentiel, c'est Mamadou Lamine Loum. L'ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre, compétent, sérieux, honnête, très très compétent. J'ai eu à travailler à ses côtés. Je ne l'ai pas regretté. Après, je suis parti à la Banque centrale. Et je suis revenu au Trésor. J'ai 2 ans après un détachement à la Banque centrale, je suis revenu au Trésor dans le cabinet de M. Loum. Et quand j'ai quitté, avant d'aller au Trésor, j'étais chef de la division des études et de la réglementation du Trésor. Quand je suis revenu, j'étais dans le cabinet. Je suis parti à Rufisque, quelque temps après, où j'ai eu l'honneur de rencontrer Feu Korafal, pour qui j'avais beaucoup d'estime, même si on ne s'entendait pas. J'ai eu l'honneur également de travailler avec le grand Baye Jacques Diop. Les gens pensent que c'était mon ennemi. Jacques était mon grand. Je l'admirais. Tu sais pourquoi? Baye Jacques était un procédurier. Je disais à mes agents, évitez de faire une erreur avec le maire, Baye Jacques. Parce que il tenait au respect des procédures. Il respecte les procédures. Si vous le faites demain, il va passer par là-bas pour moi. Alors, bon, à la fin de sa vie, on a eu des problèmes. Bon, à cause d'un dossier de la CENTIF. Bon, tout ce qui a été dit autour de ce dossier-là est faux. Moi, je n'ai pas le temps. Je vais l'éclairer dans le livre que je suis en train d'écrire. Mais c'est un homme que j'ai beaucoup admiré. Et ce que les gens ne savent pas, Jacques avait également de l'estime pour moi, c'était mon grand. En 1993, lors de l'élection présidentielle, ben Jacques mangeait chez moi à Ziguinchor. Ses habits, la mise à pli de son costume, là, c'est mon épouse qui faisait ça. Donc c'était mon grand. Vous étiez très proches. Oui. On était très proches. Voilà. Donc, le deuxième problème que peut-être j'ai gardé quand j'ai quitté Rufisque pour Diourbel, c'est après qu'on ait alloué le Khelcom à Serigne Saliou. Je me suis levé un matin, tac, dans le soleil, on dit le ndigal fiscal. Serigne Saliou donne l'ordre aux Mourides et à Touba de payer les impôts, le ndigal fiscal, avec Serigne Saliou en photo et un micro. À 8h30, Serigne Moustapha Saliou, que Dieu l'agrée à son paradis le plus élevé, m'appelle. Monsieur Kane, je dis oui. Serigne Moustapha Saliou, je dis à Seigne Manglésar, bonjour, bonjour. Vous m'a effacé ce que vous avez mis dans le sol. J'ai dit, mais c'est pas moi. Vous l'effacez. Il faut effacer ce qui est écrit dans Serigne Saliou, n'a jamais donné de ndigal. Ça, c'est vous. On m'a dit que c'est vous qui l'avez fait. Alors que vous n'étiez au courant de rien. J'étais au courant de rien. Je suis après celui qui l'a fait. Et celui qui l'a fait était un collaborateur à moi. Parce qu'on s'était réunis pour le recouvrement de l'impôt à Touba. Le monsieur était venu
il était accompagné de quelqu'un qui n'était pas prévu dans cette réunion. Alors, quand j'ai appelé à la direction du Trésor, personne n'a pris le téléphone. J'ai appelé à la RTS, personne n'a pris le téléphone. J'ai appelé à la gouvernance, le gouverneur était parti. Personne n'était à la gouvernance, il n'y avait que l'adjoint au développement. On s'est réunis avec l'adjoint au développement, on a trouvé une parade. J'ai dit, écoutez, on ne peut pas revenir sur cette affaire-là. Parce que moi, j'ai appelé même à la RTS. Parce qu'on l'a mis, je crois, à l'époque, on l'avait mis en revue de presse. J'ai appelé pour arrêter cette histoire-là. Parce que c'était mon devoir aussi. Hein? Personne n'a voulu me prendre. Et ce jour-là, j'ai compris que je suis tombé dans un piège. C'était un autre complot. Oui, c'était un piège. On nous a piégés pour sortir cet article-là. Et c'était malheureux. Pendant une journée, on a souffert pour trouver une parade. Parce qu'un khalife général, on ne peut pas nommer un khalife général, comme le disait le président Abdou Diouf, chaque mardi. Alors que chaque mardi, on peut relever un fonctionnaire, oui. et même le gouverneur, il peut relever. Poste, oui. Mais un khalife général, ce n'est pas chaque mardi. Hein. Donc, voilà, ça c'est également un élément que je n'ai jamais oublié. Souvent, ça me fait rire. Nous avons essayé de trouver la parade parce que nous l'avons dénoncé, mais à l'intérieur du journal. On a choisi une page du journal, on a mis un petit truc démenti, qui est à la limite, qui n'était pas très perceptible. Qui passe inaperçu. Oui. L'autre élément, bon, il y en a eu beaucoup, hein, d'autres éléments qui m'ont beaucoup marqué également, c'est quand deux éléments. Quand les rebelles sont rentrés, les rebelles casamassés, les rebelles du MFDC sont entrés dans mon bureau. Ah oui? Wallahi l'azim. Ils sont rentrés dans mon bureau armé. Vous occupez quelle fonction à l'époque? J'étais trésorier régional de Ziguinchor. Ma secrétaire dansait parce qu'ils pensaient qu'ils allaient me canarder, qu'ils allaient me tuer. Ils m'ont donné des instructions pour quitter Ziguinchor. Je suis attendez, je suis sorti, j'ai appelé le policier Dabo. Je crois qu'il vit toujours, peut-être il est, parce que ça fait longtemps. J'ai dit Dabo, je voudrais que vous assistez à mon entretien avec ce monsieur-là. Je les avais bien reçus. Il m'a dit, on te donne 3 jours pour quitter. Hein. Si tu ne quittes pas, on va te tuer. J'ai dit Dabo, tu as entendu? Il tremblait comme une feuille. Ils avaient neutralisé la sécurité pour... Mais quelle sécurité? Il n'y en avait pas. C'est Dabo, le policier. Je l'ai appelé. Il était à la caisse en train de... Je l'ai appelé. J'ai dit, appelez-moi Dabo. Il vient. Je lui ai dit, assois-toi et suis. Il tremblait comme une feuille, je te dis. Je leur ai dit, écoutez, moi je suis un fonctionnaire. Je ne suis ni pour ni contre votre rébellion. C'est un texte qui m'a amené ici, un décret. Famara Sagna, M. Famara Sagna est là. C'est le ministre des Finances. Mais allez lui dire de me faire quitter, je vais quitter tout de suite. Et j'avoue que personne ne m'a appelé. Personne ne m'a appelé à la suite de cet événement-là pour me dire que mais... Hein? Votre hiérarchie. Personne, je vous dis. Ils étaient au courant. Mais il y a les renseignements généraux. Ils peuvent ne pas être au courant. Le commissaire des renseignements généraux, c'est la seule personne qui m'a appelé. Même le gouverneur ne m'a pas appelé. Comment vous avez vécu cette situation? Non, je l'ai vécu avec beaucoup d'amertume, de tristesse. Et pour la première ou la deuxième fois, je voyais comment l'État pouvait être capable
de s'effacer devant une urgence de la sorte. Personne ne m'a appelé, excepté une seule personnalité. Vous savez qui? Famara Ibrahima Sagna, le ministre de l'économie, des finances et des plans. Un grand monsieur. Aucune mesure n'a été prise à la suite de cet incident? Aucune mesure, on n'en a jamais parlé. Vous aviez finalement quitté ou vous êtes resté? Je n'ai pas quitté, je suis resté. Ils ne sont pas revenus? Je suis resté. Ils ont tué, par contre, un de mes collecteurs. Ils ont pris également les cahiers de recouvrement de la taxe municipale. Là. Je suis resté. Il n'y a que Famara Sagna qui m'a appelé. Il s'est soucié en tout cas de ma situation. Mais Dieu m'a aidé, je suis resté, je n'ai pas été tué. Ils ne sont jamais revenus? Ils ne sont jamais revenus. Mais tout ce qui devait être assurer ma protection n'ont pas réagi. Votre sécurité n'a pas été renforcée non sécurité. Plus? Quelle sécurité? Même après, ils sont rentrés au niveau du trésor, ils ont défoncé les portes, ils n'ont pas pu accéder à mon bureau. Ils voulaient prendre le véhicule. Hein? C'est en sortant avec le véhicule que le moteur s'est bloqué. Ils l'ont laissé au milieu, dans la cour du trésor. Non. C'est des événements... Bon, c'était un événement très douloureux. Et ce qui faisait la force de la rébellion casamançaise, c'est que dans les structures administratives, il y avait le représentant. Hein. Moi, je travaillais avec des gens, je savais que... C'était des rebelles. Oui, ils faisaient partie de la rébellion. Souvent, quand je sortais, il y avait un agent, j'oublie là où il habitait, c'était au cœur de la rébellion. Je lui demandais, est-ce que je peux partir? Il n'y a pas de problème. Il me dit, oui, tu peux partir. Tu peux partir. Ou bien il me dit, non, ne partez pas. Voilà quelques éléments que j'ai. Bon, il y a eu énormément de problèmes par la suite dans ma carrière. Bon. Mais ce sont ces éléments qui m'ont... Bon, il y a eu énormément après que je vais raconter certainement dans... Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sous le régime du président Abdoulaye Wade? Écoutez, Abdoulaye Wade avait une force. Il n'avait pas de point de non-retour. S'il n'a pas raison, il recule. Oui. Le président Abdoulaye Wade, il n'a pas de point de non-retour. S'il n'a pas raison, il recule. Oui, les événements du 23 juin c'était confirment. Sa force. Oui. Même pas les événements du 23 juin. Il y avait les modifications des textes de la CENTIF. C'était très dangereux, ça. Il voulait modifier les fondamentaux de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Mais quand il a su que ce n'était pas régulier, mais il a reculé. C'était un grand monsieur. Hein? Bon, souvent, il me tirait les oreilles. Ok, il m'appelait à des heures impossibles. Tirer les oreilles, pourquoi ceci, pourquoi cela. Bon, voilà. Mais ce que je retiens, c'est un grand monsieur. Il n'avait pas de point de non-retour. S'il n'a pas raison, il recule. Mais ça, c'est une force. Hein? Vous ne trouvez pas? Oui. 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 Et sous Macky Sall? Hein? Sous Macky Sall? Macky, les plus grandes reproches que moi je lui fais, c'est les derniers moments de sa présidence. Et j'ai bien retenu un terme des propos de mon doyen et grand bien-aimé que j'admire beaucoup, du fait de sa connaissance de l'administration, Abdoulaye Makhtar Diop. Il disait que je crois que Macky avait perdu le sens de l'État à un moment donné. Ouais. Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? Bon. Qu'est-ce qu'il n'aurait pas dû faire et qu'il a fait? Non, c'est-à-dire, il était mal conseillé. Il était mal conseillé. Il a fait des réalisations, mais il n'y avait pas que des infrastructures. Les infrastructures ne peuvent pas nourrir les Sénégalais. Hein. Quelles sont ces principales erreurs que vous retenez aujourd'hui? Non, je ne peux pas rentrer dans ce truc-là. Je vais résumer.
il y a ce qu'on appelle le filet social. Et à ce niveau, il a fait énormément d'efforts. Sur les infrastructures également. Mais il a mis l'accent davantage sur les réalisations infrastructurelles que sur le filet social. Les Sénégalais avaient des difficultés. Ils avaient envie d'être soignés. Ils avaient envie d'aller à l'école, ou de voir les enfants aller à l'école. Ils avaient envie de travailler, les jeunes. Et c'est dans ces domaines-là qu'il y a eu des problèmes. Et ce que je reproche le plus au président Macky Sall, c'est à un moment donné son inaccessibilité. Il était inaccessible à un moment donné. Il était difficile de le rencontrer. Moi, en tant qu'observateur de la société, j'ai cherché pendant 8 mois à le rencontrer, je n'ai pas pu. J'allais lui dire ce que je pensais de... Voilà. Et sans embâche, hein, moi, c'est pas mon problème. Je dis ce que je pense. Si je n'ai pas raison, je recule. Si j'ai raison, je fonce. Mais j'allais lui dire en tout cas ce que je pense en tant qu'observateur du déroulement de l'économie nationale, du déroulement également de certaines actions sociales. Vous prenez par exemple les bourses familiales, mais il y a eu énormément d'erreurs. À quel niveau? Mais c'était politisé. Les allocations n'étaient pas bonnes. Ils n'avaient pas la possibilité de le surveiller. Et pourtant, on aurait pu corriger. C'était le cas des appuis qu'il donnait à certaines personnes, aux Sénégalais. Les cash transferts. Oui, les cash transferts, il y avait des erreurs. Je vais vous raconter une petite histoire. Je réparais mon véhicule. Un chef de garage à côté est venu voir le chef de garage qui dit, mais écoutez, moi j'ai ouvert mon téléphone, j'ai trouvé 80 000 francs. On me dit que appui. Et j'avoue que ce type-là avait des moyens. Est-ce que vous voyez? C'est très grave. C'est-à-dire, ce qui est dangereux dans la gestion d'un pays, c'est l'inaccessibilité des dirigeants. C'est pas bon. Il faut que les gens soient accessibles, qu'ils écoutent les gens. On reproche la même chose au nouveau régime. Mais il faut que les autorités soient accessibles. Les gens ne viennent pas vers elles pour des postes, pour des nominations. Nous avons été nommés toute notre vie. Nous avons tourné le dos aux nominations. Les Wolofs disent, mais quand nous, en tant qu'observateurs, nous voyons des choses qui ne marchent pas, mais nous sommes quand même souvent bien placés pour attirer l'attention de l'autorité. C'est une alerte. Oui, mais il faut qu'il soit accessible. Ça permet de corriger les erreurs. Oui, ça permet de corriger les erreurs. Bon, ce qu'il faut peut-être aussi apprécier chez les nouvelles autorités, c'est que ils ont tendance aujourd'hui à gérer ce pays sur la base de 2 leviers fondamentaux qui, à mon avis, sont importants. La vérité et la transparence. La meilleure manière de gérer un pays, c'est s'appuyer sur ces 2 leviers. La vérité, dire la vérité aux gens et la transparence. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont en train de faire. On verra avec le Djoubol Djoubanti, oui, on verra maintenant avec lequel ils sont venus au pouvoir. On verra maintenant ce que ça va donner. Pensez qu'ils sont sur la bonne voie? Bon, ils sont sur la bonne voie parce que, bon, les choses évoluent, mais quand même, les Sénégalais sont toujours fatigués. Ils ont des problèmes de survie.
Il faut aller dans la brousse pour s'en rendre compte. Il y a des efforts qui sont faits, mais il y a des contraintes qui sont là, qui souvent sont d'ordre structurel, du fait même d'une mauvaise orientation de la politique économique, héritée du passé, qu'il faut corriger. Il y a également des contraintes fondamentales qui sont issues, si vous voulez, du financement insuffisant des politiques publiques, parce que les moyens internes ne peuvent pas couvrir, si vous voulez, toutes les charges de l'État, et financer également l'économie. Parce que il y a les charges de l'État, qui sont des charges de fonctionnement. L'État, il est improductif par nature. Mais il y a le financement de l'économie productive. L'investissement public. Mais non, pas uniquement l'investissement public. L'investissement privé aussi. Mais écoutez, le privé a besoin d'être financé. Oui, soutenu. Non, pas soutenu. Soutenu, d'accord. Vous savez, le soutien de l'État à l'économie privée, ce n'est pas leur donner de l'argent. C'est de mettre en place un dispositif réglementaire, législatif et réglementaire, adapté aux besoins de croissance et de développement. L'environnement des affaires. C'est ça. Mais leur permettre également d'avoir accès facilement aux disponibilités, aux liquidités, au financement, aux disponibilités du marché financier. Ah oui, ça c'est important. Si toutes les disponibilités ou l'essentiel des disponibilités du marché financier sont orientées vers le fonctionnement de l'État, c'est pas bon. Oui. Il faut laisser... Ça étouffe le privé. Oui, c'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction. Oui. Alors, nous sommes dans le chapitre de votre parcours personnel, professionnel. Nous y restons. Parce que pour vous faire connaître davantage, nous avons sollicité et obtenu les témoignages de certains de vos proches. Et je vous propose de suivre d'abord celui d'un de vos anciens collaborateurs. Un homme que vous avez profondément marqué durant votre carrière. Alors, allons suivre ensemble ce témoignage. C'est que la sécurité n'est pas seulement une affaire d'État, mais elle est aussi une responsabilité collective. Monsieur Ngouda Fall Kane est à la base un inspecteur principal du Trésor de classe exceptionnelle, un éminent économiste que personnellement j'ai eu l'avantage de rencontrer et de côtoyer dès mes premiers pas dans l'administration sénégalaise. À la suite d'un très brillant parcours, ponctué par de fulgurantes promotions qui l'ont hissé à des stations honorables au sein desquelles il a servi avec beaucoup de courage, beaucoup de générosité et beaucoup d'engagement à son pays, M. Kane décide de ne pas se contenter d'une retraite paisible du reste bien mérité, mais plutôt de continuer à s'investir dans son domaine de prédilection pour la transparence, la lutte contre la corruption, en un mot, la lutte contre tous ces fléaux qui gangrènent notre société sénégalaise. La lutte contre la criminalité organisée exige bien évidemment plus que des lois et des institutions. C'est une lutte qui requiert également des personnes de conviction, parmi lesquelles Ngouda Fall Kane occupe une place importante. Président de l'ONG ACA, M. Kane est incontestablement de ceux-là qui ont fait de l'engagement citoyen un contrat quotidien. Depuis plusieurs années,
Il œuvre inlassablement, avec beaucoup de constance, beaucoup de courage et de rigueur pour la prévention, la dénonciation et la compréhension des mécanismes de la criminalité organisée sous toutes ses formes. Son action se distingue par une approche lucide et responsable, parce que à le voir évoluer au quotidien, M. Ngouda Kane arrive à sensibiliser sans dramatiser, à dénoncer sans stigmatiser, mais également à agir sans relâche. À travers l'ONG ACCAR, M. Kane a su fédérer des acteurs de la société civile, interpeller les décideurs publics, mais surtout redonner une voix aux citoyens souvent laissés en marge de ces enjeux majeurs. À l'heure où on s'apprête à organiser les premières assises sur la criminalité organisée, le parcours de M. Ngouda Kane nous rappelle une vérité essentielle qu'il faut, à notre avis, garder et ne jamais oublier, c'est que la sécurité... Pas Galissard. Qu'est-ce que vous avez ressenti en écoutant son témoignage? Ah oui, beaucoup de... je l'ai écouté avec beaucoup de sympathie, avec beaucoup d'amitié. C'est mon jeune frère et ami. Il a travaillé avec moi, on a travaillé ensemble. J'ai la même considération pour lui. C'est un homme courageux. C'est un homme, un grand technicien des finances, un expert. Et un homme honnête, loyal. Donc, je suis très content de l'entendre et je le remercie très sincèrement. Tout ce qu'il dit de moi, je le retrouve également chez lui. Chez lui. Quand j'ai un doyen, Doudou Sène, qui en m'installant à la pays régional de Diourbel, en tant que trésorier pays régional, j'étais jeune, j'avais moins de 40 ans, j'avais 33 ans, 34 ans peut-être. J'étais le plus jeune trésorier pays régional. Il me disait, M. Kane, un esprit du trésor doit être ferme, mais courtois. Ce sont ces qualités-là que je retrouve chez M. Sarr. Il est très ferme dans son travail, mais très courtois et très professionnel. J'ai eu à le côtoyer, je peux le confirmer. Alors, place au second témoignage qui vient cette fois-ci d'une personne qui vous est très chère. Je vous laisse découvrir. Je tiens à vous remercier de m'avoir sollicité pour faire ce témoignage à propos de mon cher père, M. Ngouda Kane. Un homme généreux, un homme noble, un homme sincère, un travailleur, un homme honnête, un homme qui a tout donné pour le Sénégal de son parcours professionnel. Il a été inspecteur du Trésor de Rufisque et celui de Diourbel, Ziguinchor et Kaolack. Pratiquement toute mon enfance, je l'ai passée, entre autres, dans les trésors du Sénégal. Donc, voilà. Il a été aussi receveur de Dakar Centre, receveur général de Dakar Centre. Il a été aussi secrétaire général du ministère des Finances. Il a été aussi payeur général et receveur général du Sénégal. Il a été aussi le fondateur
de la Saint-If. En plus, à la fin de sa carrière, il a été inspecteur général d'État. Aujourd'hui, il est le président d'une ONG nommée ACA, qui est internationalement connue. Donc, il y a de quoi à être fier. Ouais, il y a de quoi à être fier. Du côté familial, M. Khan est un homme qui n'est pas, comment dirais-je, c'est un homme strict. Voilà. Il aime la propreté. Il aime la beauté des choses. À la maison, il aime que tout soit bien rangé, tout soit bien propre. Il déteste la poussière. Voilà. Il déteste la poussière. Il aime la propreté. Il aime l'esthétique, quoi. Voilà. Et c'est un artiste. Hein. Et c'est un artiste. Un vrai artiste. Ouais, il est très fort en dessin. Ouais, c'est un modéliste caché. C'est un architecte aussi. Hein? C'est un décorateur d'intérieur. Voilà. C'est un homme qui a plein de bonnes qualités. Au-delà de tout ça, sans oublier une partie qui est très importante, la femme lionne, la battante, qui est ma mère, qui l'a toujours soutenue, qui a toujours été là, à ses côtés. Ouais. Qui s'est toujours battu, à ses côtés. Donc, je pense que c'est une bénédiction, quoi. C'est vraiment une bénédiction et je remercie vraiment le bon Dieu d'avoir, comme je vous ai dit dès le début, d'avoir un père comme M. Ngouda Fall. Voilà. Donc, du côté religieux, M. Ngouda Fall est un vrai musulman, hein, un mouride. Ah, voilà. Il dit souvent, il y a dans ma vie, il y a Dieu, il y a Rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et il y a Cheikh Ahmadou Bamba, Hadim Rasoul, et son cheikh, Serigne Abdoulaye Diakhaté. Son cheikh est son second père, qu'il a beaucoup soutenu aussi dans sa vie. Donc, voilà. Je pense que je vous ai à peu près dit un peu ce que vous voulez savoir, un peu, mais bon, je peux écrire un livre sur lui, hein. Je peux écrire un livre sur papa, mais bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, merci beaucoup. Oui. Ndeye Fatou, que nous appelons aussi Mami Khan. Oui. Mais je vous remercie, Fatou. C'est ma fille aînée. Elle a raison. Elle a grandi dans les services du Trésor. Hein? Elle est née quand j'étais à la Banque centrale, mais elle a grandi dans les services du Trésor. Depuis qu'elle est née, elle est... Quelques mois après sa naissance, elle est, si vous voulez, un an après sa naissance, j'étais affecté dans l'institut, j'ai réaffecté dans l'institut du Trésor et elle a grandi jusqu'à ma retraite, enfin jusqu'à ma sortie du Trésor, elle a grandi dans l'institut du Trésor. Bon, je suis content qu'elle ait fait ce témoignage. Bon. Elle a raison en disant que j'aime la propreté. Détester la poussière. Non, je déteste la poussière, je suis allergique à la poussière. Quand il y a poussière, je suis enrhumé. Alors, je déteste la poussière et j'aime pas trop l'encens. Parce que j'ai le sinusite, quoi. Bon, voilà, ça me crée... Mais, cela n'empêche... Je ne peux pas empêcher mon épouse d'en mettre. Mais j'ai dit non, ça vraiment, ça ne peut pas manquer. J'ai dit d'accord. Une femme qui s'est toujours battue à mes côtés, comme elle l'a dit. C'est là où je voudrais en venir. Elle a toujours été à mes côtés. Comme disait Serigne Abdou Aziz Sy,
en parlant de son frère, j'ai toujours été le lion de Serigne Cheikh. J'ai entendu Seigneur Brésil le dire. Elle aussi, elle a toujours été ma lionne. Elle m'a soutenu dans les moments les plus difficiles. Les plus difficiles, je vous dis. Elle n'a jamais flanché. Elle ne m'a jamais laissé tomber jusqu'à ce jour. Jusqu'à maintenant, c'est elle qui s'occupe de ce que je mange et ce que je porte. La seule fois qu'il m'est arrivé de faire quelque chose à son insu, c'est quand j'ai démissionné de l'administration. Vous savez que j'ai démissionné de l'administration? Ah oui, en 2011. J'étais dégoûté. Par quoi? Je ne peux pas rentrer dans ces détails. J'ai donné ma démission au ministre de l'économie et des finances, qui était mon ami, Abdoulaye. Diop. Il y avait quelque chose qui nous opposait, mais pas sur le plan humain, c'est sur le plan des principes. Abdoulaye est mon ami, et il va le demeurer éternellement. Mais on avait des divergences de principes, et je ne reconnaissais plus cette administration. Mais le président Wade n'a pas voulu que je parte. C'est en ce moment qu'il a instruit Madame Ngom, Nafissatou Ngom. Nafi Ngom, que je remercie au passage, pour mon accession à l'inspection générale d'État. Je crois avoir servi aussi l'inspection générale d'État avec beaucoup de loyauté. Et j'ai donné ce que je pouvais donner à ce corps-là. Donc, voilà, je la remercie beaucoup. À mon retour, je vais lui faire un petit bisou pour lui dire que... Et pourquoi vous ne l'aviez pas informé de votre démission de l'administration? Non, parce qu'elle allait s'y opposer. Elle allait s'y opposer. Mais quand elle m'a vu sortir, elle a vu que j'étais dans tous mes états. J'étais dans tous mes états. Parce que c'était ce qui arrivait était inimaginable. Inimaginable. Parce que j'avais raison sur toute la ligne. Et les gens voulaient me marcher dessus, me piétiner. Comment dire encore, voulaient bon, je ne sais pas, ils voulaient me détruire à la limite. À ce point. Ils voulaient, ils m'avaient frustré dans mon orgueil. Ils voulaient m'humilier. Ils voulaient m'humilier. C'était encore des collaborateurs? Mais c'était les hautes autorités. Ils voulaient m'humilier. J'ai refusé. J'ai démissionné. Haute autorité, c'est... Les hautes autorités de l'administration financière, je dis. Ouais, ça, bon, c'est également un point noir dans ma carrière, parce que ça m'a un peu éloigné d'Abdoulaye. On ne se voit plus depuis presque 15 ans, 16 ans. Et pourtant, c'est mon ami. On a eu des divergences du point de vue de principe, mais qui n'effacent pas les sentiments qu'en tout cas moi j'ai nourris tout à son égard. Donc je ne voulais pas que ma femme m'empêche de le faire. Je ne l'avais pas informé. Oui. Mais je l'avais fait à l'époque pour éviter l'humiliation. Je ne voulais pas qu'on m'humilie. Oui. Je ne voulais pas, parce que j'aime pas l'humiliation, madame. C'est dans mon sang, j'aime pas. Je préférais quitter tout que d'être humilié. Et pour des raisons qui n'étaient pas fondées. On
On voulait m'humilier pour de l'injustice. Ils n'avaient pas raison sur moi. Parce que moi, bon, je ne peux pas rentrer dans ces détails. Mais ce que je peux vous dire, dans ce qu'ils me reprochaient, c'est moi qui avais raison. Oui, c'est moi qui avais raison. Parce que je faisais mon travail. Aujourd'hui, avec le recul, avez-vous le sentiment que dire la vérité coûte cher dans l'administration? Mais bien sûr, ça coûte cher, madame. Mais écoutez, dans l'administration, moi, j'entends très rarement les gens évoluer vers ça. Bon, aujourd'hui, les gens travaillent et, bon, quand vous dites la vérité, depuis très longtemps, hein, vous dites certaines vérités, mais écoutez, ça vous tombe dessus. Vous avez des problèmes. Je crois que ce fut le cas de Ousmane Sonko à l'époque. Oui, ça, c'est ça. C'est peut-être le cas aussi d'autres personnes qu'on ignore aujourd'hui, dont on ignore le nom. Pourtant, on lui a collé manquement à l'obligation de réserve. Écoutez, bon, il y avait... Moi, je n'entre pas dans ces détails-là, parce que... Mais ce que je peux vous dire, il y avait un souci de transparence à son niveau, c'est tout. Bon, peut-être manquement... Oui, mais l'exclusion, c'est la sanction suprême. La radiation. La radiation, c'est la sanction suprême. C'était trop sévère. Mais, c'est-à-dire, on va trop vite à la sanction. Je crois que dans l'administration, mais pour arriver à la sanction suprême, il y a un processus. Mais tu te lèves, tu prends un décret, tu sanctionnes la personne. Non, moi je crois que c'est pas ça. Hein. Pensez qu'il y avait une main politique derrière? Il y avait... Oui, mais bon, je ne saurais le dire parce que j'ignore les soubassements. Mais ce que je peux vous dire, c'est que il y a un processus de sanction qui permet d'aller à la sanction suprême. Oui, c'est les administratifs qui m'écoutent le savent. Donc toutes les étapes n'ont pas été non, respectées. Je ne dis pas que ça va être respecté, mais je dis et je répète que il y a un processus. On aurait pu le suivre, éviter même la radiation, aller jusqu'au blâme, etc., etc. Mais Taf, il a dit ceci, c'est un manquement, on leur a dit, moi, ça, je ne crois pas que ça soit une solution. Votre fille a aussi révélé votre statut d'artiste. Ah oui, j'aime le beau. Vous êtes un décorateur d'intérieur. Mais j'aime le beau, c'est moi qui décore ma maison. Ah oui. Aussi bien les fleurs que le mouvement. Je l'ai toujours fait ça. Il a raison, je décore. Je suis aussi... Je sais peindre. Ça, des gens ne savent pas. Vous savez aussi dessiner. Mais je sais peindre, je sais dessiner. Je sais dessiner. Oui, c'est la peinture. Je sais dessiner. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à créer et diriger l'ONG ACAR après votre départ de l'administration? Oui, très bien, Fatou, Madame Fatou. Mais c'est une bonne question. J'ai accumulé de l'expérience que je veux aujourd'hui donner aux plus jeunes dans le domaine de la lutte contre ces fléaux et dans ce qu'on appelle la gestion de la vérité et de la transparence. Je crois qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Hein? Je vais vous dire en Wolof ce que j'ai entendu de Serigne Cheikh Ahmed Yansi. Al-Maktoum. Al-Maktoum. Je vais le dire en Wolof, hein, je ne vais pas le traduire en français. Allez-y. Mu ne góor pire du dem retraite. Góor pire du dem retraite. Day jóge fii rek dem fee. Alors c'est ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait. Je n'ai pas voulu baisser les bras. Je n'ai pas voulu prendre ma chaise pliante là pour me mettre dehors et truc. Non. Pourquoi? Tant que j'ai la possibilité et la santé de servir mon pays, je vais le faire. Que les autorités le reconnaissent ou pas, c'est le cadet de mes soucis. Mon problème, c'est de pouvoir avoir accès aux Sénégalais.
Être utile. Et être utile à mon pays. Quand je vois quelque chose qui ne marche pas, je vais le dénoncer. Quand je vois quelque chose qui est bien fait, je vais applaudir. Il y a des choses qui se passent, mais j'attends. Parce que souvent c'est très politisé et depuis 2019, j'ai juré de ne plus rentrer dans les discussions d'ordre politique ou politicien. Je ne veux pas. Je ne veux pas être catalogué. Vous avez été candidat à la candidature. J'ai été candidat à la candidature parce que je n'étais pas content de la marche du pays à l'époque. Mais, bon, après j'ai été avec Madické et cela m'a permis de connaître beaucoup de choses, de connaître vraiment la praxis politique dans ce pays. Comment la politique est pratiquée dans ce pays, mais c'est abominable. Ça a commencé à changer. Ça a commencé à changer parce que aujourd'hui, c'est les militants eux-mêmes qui financent leur parti. Mais c'était l'inverse. C'est les autorités politiques qui financent les militants. Et on parlait beaucoup de détournement. Oui, c'est-à-dire malgouvernance, même si la politique était un élément permissif du détournement. D'abord, et ce qui le justifie aujourd'hui, ce qui le justifie à l'époque, c'est la politisation excessive de l'administration qu'on a observée à l'époque. Particulièrement de l'administration financière, il y avait des problèmes. C'était très politisé. L'administration souffre toujours de cette politisation. Oui, mais ça c'est grave, il faut l'éliminer. Il faut éliminer la politisation de l'administration. L'administration doit avoir une position de neutralité positive. Il faut rejeter la politisation de l'administration. Tant que ce n'est pas fait, on n'aura jamais une administration moderne. Les gens parlent de modernisation de l'administration, je veux bien, mais le premier élément de modernisation de l'administration, c'est d'extraire la politique de l'administration. C'est le premier élément de modernisation. Quelle est la plus grande conséquence de cette politisation de l'administration? Mais le détournement de deniers publics. Les lenteurs dans l'exercice de leur mission. Des politiciens, des administratifs politiciens. C'est également souvent leur inaccessibilité. Tu vois des directeurs, des directeurs nationaux, des directeurs généraux, pour avoir accès à eux, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que souvent ils sont proches de l'autorité suprême, ils pensent qu'ils sont au sommet. Ils sont au sommet. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai été dans un ministère. C'était avant la dernière alternance. Là. J'ai dit à... Je suis parti, c'était un directeur de cabinet que je voulais voir. J'ai vu sa secrétaire. Je lui ai donné ma carte. J'ai dit, madame, je voudrais rencontrer le directeur de cabinet, s'il vous plaît. Il me dit, ah oui, d'accord, monsieur Kane, d'accord. Je demande carte, elle rentre. Le directeur de cabinet lui dit, c'était une dame, dis-lui d'attendre. Je suis resté 2h30 de temps à attendre. Quand la secrétaire est sortie de son bureau, elle est venue me voir à la salle d'attente. Monsieur Kane, le directeur de cabinet a dit de laisser votre numéro, il va vous appeler. J'ai dit, madame, je ne reviendrai jamais plus ici. Je ne reviendrai jamais plus ici. C'était une dame, je dis, elle aurait dû me le dire très tôt. Je ne serais pas resté 2h30 au niveau de sa salle d'attente. Oui. Je suis un citoyen sénégalais. Et c'est l'une des conséquences de la politisation. Non, c'est une des conséquences de la politisation. Il faut que les gens, je vous dis, si vous voulez, si les autorités actuelles veulent réformer
l'administration, il faut dégager la politisation. C'est ce qu'elles avaient promis, hein, les nouvelles Ah autorités. oui, ah oui. J'entends souvent le Premier ministre en parler, mais il a raison. Il faut dépolitiser l'administration. Faire de sorte que l'administration soit comme les magistrats. Leur seule référence soit la loi et le règlement. Qu'on interdise la politique aux membres de l'administration. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de reddition des comptes. Selon vous, sommes-nous dans une dynamique sincère ou dans une approche sélective? Oh, non, je ne saurais parler d'approche sélective. La reddition de comptes exclut l'approche sélective. Dans sa démarche, la reddition des comptes exclut l'approche sélective. Mais l'avenir va nous édifier. On verra ce que ça va donner. L'avenir va nous édifier. Vous êtes convaincu par la manière Non, dont je ne suis pas actuellement encore convaincu. Il reste certains éléments. Certains éléments, si c'est une approche sélective, mais moi je dirais ce que j'en pense. Il reste certains éléments qui, en tout cas, qui peuvent me permettre moi d'apprécier. Mais je dis encore une fois, la reddition des comptes est une nécessité. Ce n'est pas eux qui l'ont créée. C'est la loi de 2012 qui parle de reddition des comptes. Et c'est une très bonne chose pour un pays. Alors, quels sont les freins aujourd'hui à la bonne gouvernance au Sénégal? Politique, institutionnel, culturel? Les freins? À la bonne gouvernance? La mentalité. La mentalité. Nous sommes dans un pays, il faut refaire l'éthique et la morale. Il y a un problème de mentalité. Il y a un problème de rééducation. Il faut éduquer les gens. Il faut leur faire comprendre ce qu'est la bonne gouvernance. Il faut leur faire comprendre ce qu'est la transparence. C'est pourquoi je vous disais, madame, tout à l'heure, que les deux leviers de la gestion d'un pays, c'est la vérité et la transparence. C'est ça la bonne gouvernance. Tu dis la vérité et tous tes actes se fassent dans la transparence. Mais c'est ça. Il y a aussi la question sensible de la dette cachée. Beaucoup de Sénégalais se demandent comment peut-on cacher une dette? Madame, je vous remercie. Je vous donnerai la réponse que j'ai donnée à tout le monde. Vous savez, ce concept de dette cachée, les gens l'ont trop politisé. En sens que, si vous voulez la définir, si vous voulez définir la dette cachée, vous risquez d'entrer dans des considérations politiques. Ce que je peux vous dire, et c'est très simple, toute ressource publique doit abonder les comptes du Trésor. C'est des ressources de l'État. Toute ressource de l'État qui n'est pas rentrée dans les comptes du Trésor est une démarche irrégulière, illégale. C'est tout ce que je peux dire. Il appartient aujourd'hui, comme je l'ai dit ailleurs, aux experts et à la justice de voir s'il y a des fonds publics qui ont été collectés et qui ne sont pas rentrés dans les comptes du Trésor. Et de voir aussi où ces fonds-là ont atterri. Ça, c'est important. Il n'y a que ça. Après avoir entendu les différentes parties, quelle est votre conviction? Vous êtes quelle partie? L'État, la Cour des comptes? Non, moi, vous savez, je suis un ancien inspecteur général d'État. Je ne vais jamais contredire. J'ai lu le rapport de la Cour des comptes. C'est un excellent rapport. C'est un excellent rapport. Ils ont dit ce qu'ils ont vu. Oui, ils ont dit ce qu'ils ont vu. Oui. Il n'y a pas de discordance entre l'État et la Cour des comptes. Pourquoi la polémique persiste alors? Mais quelle polémique? Qui crée la polémique? Des acteurs? Non, quels acteurs? Politiques?
Non, mais c'est de la politique. Et même certains acteurs de la société civile aussi. Non, écoutez, retenez ça, Madame Fatou Ngom, c'est très important. Nous sommes dans une comptabilité patrimoniale. Les ressources de l'État doivent être retracées dans les écritures du trésor de l'État. Toutes les ressources qui n'ont pas abondé, je vous dis, les comptes du trésor, relèvent d'une démarche irrégulière. On peut parler donc de dette cachée? Non, cachée, j'aime pas. Je ne parle pas de dette cachée. En tout cas, c'est des ressources, c'est aux experts et à la justice de voir si ça a été caché ou non. Si c'est caché, cela veut dire qu'ils ont identifié si vous voulez, la destination de ces ressources-là. On a vu des ressources qui n'ont pas été retracées dans le compte du trésor. Mais il faut qu'on nous dise où est-ce qu'elles ont atterri. Et ça, c'est du ressort de la justice. C'est du ressort de la justice. Il faut des poursuites judiciaires. Oui, mais c'est du ressort de la justice. Vous savez, je ne peux pas aujourd'hui dire qu'il faut des poursuites judiciaires. C'est de la justice d'apprécier. Hein, moi, je suis conscient des limites auxquelles je dois m'arrêter. Hein? J'ai des limites dans mes propos. Je ne peux pas aujourd'hui parler à la place de la justice. Je suis un financier. Alors, quelles peuvent être les conséquences de ces manquements sur la crédibilité du Sénégal, mais surtout les générations futures? Les conséquences, on le voit aujourd'hui. Oui. Nous avons des blocages au niveau du FMI, du Fonds monétaire international. Oui. Nous avons des blocages également sur les marchés financiers internationaux. C'est le marché financier international. Nous avons même sur la dette bilatérale, sur l'aide bilatérale, l'emprunt bilatéral, on a des difficultés de pays à pays. Les organismes multilatéraux également, FMI, Banque mondiale, on a des difficultés. Les notes du Sénégal dégradées? Bon, la note, écoutez, la note ne peut pas empêcher un pays la note de la France se dégrade depuis quand? Depuis très longtemps. Mais cela n'empêche pas le pays, en termes d'emprunt, d'avoir toujours la possibilité d'emprunter. Mais à quel taux? Voilà. Mais on est obligé. Un taux très élevé. On est obligé. Au plan international, voilà. Nous étions autour de 12%. Ça, c'est sur la le marché conséquence financier sous-régional, on est à 8,4%. Mais c'est la conséquence de ce que vous dites. Oui. Si vraiment toutes les ressources étaient retracées, hein? Bon, peut-être on n'aurait pas ce problème-là. Mais quand l'endettement de ce pays est à 132%, un endettement abyssal, moi je crois que les gens se méfient. Quand nous n'avons pas signé un programme avec le Fonds monétaire, aussi il y a des problèmes. Parce que le Fonds monétaire est l'intérêt du Fonds monétaire, ça nous permet d'avoir accès à beaucoup de marchés. C'est comme un quitus. C'est un quitus. C'est le terme. C'est très important. Mais j'espère qu'ils ont bien compris, parce que le cabinet Mazars n'est pas allé dans le sens contraire de celui de la Cour des comptes. Et le cabinet Mazars, c'est l'FMI qui nous a poussé à le prendre. Vous pensez que tout ce qui devait être fait l'a été dans cette... Non, ce n'est pas encore terminé. Je vous dis que... Comment appréciez-vous la gestion de cette histoire par le non, régime actuel? Ils sont là-dessus. Hein. Vous savez, dans la gestion d'un État, il y a ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Beaucoup pointent un excès de communication. Un excès de communication de qui? Du gouvernement, du Premier ministre notamment, sur cette question. Mais écoutez, bon, excès de communication. Je pense que le Sénégal a été vilipendé. Non, pas vilipendé, c'est-à-dire c'est des autorités politiques. Ils ont des comptes à rendre. S'ils sont aujourd'hui confrontés à des situations de financement, mais ils sont obligés de parler des difficultés qu'ils ont rencontrées. Je crois que c'est ça. Hein? Bon, excès de communication, c'est... Bon, les gens vont apprécier, mais je crois que il n'est pas mauvais de dire la vérité. Il n'est pas
pas mauvais de dire la vérité. Alors, si aujourd'hui vous aviez une réforme prioritaire à suggérer aux autorités, quelle serait-elle? Les réformes sont nombreuses. La réforme de l'administration, c'est fondamental. Il faut réformer l'administration. Et pour la rendre beaucoup plus efficace. Il faut également avoir le courage de revoir si vous voulez, les agences qui sont là, qui existent, qui sont nombreuses, pour réduire. Le Premier ministre avait mais il a raison, il faut rationaliser. Il n'est pas le premier. Il n'est pas le premier à le dire. Depuis Macky Sall, on parle de la rationalisation des agences. Et des propositions concrètes lui avaient été faites à l'époque. Pour revoir à la baisse le train de vie de l'État. Bon, il faut revoir aussi, non seulement le train de vie de l'État, mais rationaliser, c'est d'une part, mais revoir à la baisse aussi le train de vie de l'État. Faire ce que Abdou Diouf appelait le moins d'État. Mieux d'État. Mais le mieux d'État. Madame Fatou Ngom, quand tout est disponible, il n'y a pas d'efficacité. Quand tout est disponible, quand tous les fonds sont là, il n'y a pas d'efficacité dans la gestion de l'État. C'est en situation de contrainte qu'on apprécie l'efficacité. C'est ça, c'est important. Je crois qu'il faut le premier pilier de réforme, la première réforme qu'il convient aujourd'hui de mener, en dehors des institutions, c'est important aussi. Je crois qu'ils sont là-dessus. Oui. Le président a annoncé des réformes dans son discours du 31 décembre. Oui, je crois que ça c'est important. Mais il faut réformer l'administration aussi. Alors, quelle est la prochaine étape pour l'ACA après ces assises? La prochaine étape, c'est descendre sur le terrain, sensibiliser davantage sur les enjeux et les défis de la lutte contre certaines dimensions du crime organisé. On peut espérer voir une émergence de coalition africaine contre le crime organisé? Mais oui, mais déjà ACA a beaucoup de partenaires africains. Nous avons des partenaires ivoiriens, du Niger, du Cameroun, du Burkina Faso, etc. etc. En RDC, au Bénin, on a des partenaires, même en Mauritanie, je crois, la Zakia. Donc, et au niveau national aussi, on a des partenaires. Je citerai nos grands amis de Malawi. L'ONG Malawi. L'ONG Malawi. Je citerai également, je vous informe également que nous sommes membres du CONGAD. Le CONGAD nous a acceptés comme membres. Et je remercie très sincèrement le président Yad et M. Khan Ibrahima. Je les remercie. Je remercie également tous les membres du bureau exécutif du CONGAD qui ont bien voulu nous accepter notre candidature. On a été candidats, ils ont bien examiné notre dossier, ils nous ont acceptés. Et c'est une avancée pour nous. Quel bilan à mi-parcours tirez-vous aujourd'hui? Bon. L'ONG ACA. Le bilan, on a fait beaucoup de choses. Bon, je ferai apparaître le bilan sur si vous voulez, le rapport annuel qui sera fait. Je vous en donnerai copie. Mais il y a beaucoup de choses. On a rencontré beaucoup de personnalités, des universitaires, des chercheurs d'ici. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai eu à intervenir au Conservatoire national des arts et métiers à Paris,
autour de la lutte menée par l'Afrique dans le cadre de la lutte toujours contre le crime organisé. Vous êtes très présent sur le terrain de la sensibilisation et de la prévention. Je dis, vous êtes très présent sur le terrain de la sensibilisation. Oui, et il y a notre site web. Dans la prévention. Il y a notre site web. Je conseille à tout le monde de le visiter, surtout les étudiants et chercheurs. Oui. Il y a des éléments d'information dessus. Sur la bonne gouvernance. Et nous avons reçu des stagiaires aussi. Nous avons reçu des doctorants. Donc, voilà. Et vous collaborez aussi avec la presse? On collabore avec la presse à travers IAGECO, pour l'éthique dans la gestion de l'information. C'est important. C'est important. Ils sont associés, ces journalistes sont associés dans tout ce que nous faisons, comme partenaires à part entière. Pour faire passer l'information. Pour faire passer l'information. Oui. Et à la veille des assises, d'ailleurs, nous aurons un atelier sur l'évolution de la criminalité financière dans le monde, qui sera développé par Madame Christine Dupuydanon, qui est une hiérarque en matière de criminalité financière. Donc, voilà. Nous avons beaucoup d'ambition pour ACA. Et nous allons aussi nous battre pour une plus grande reconnaissance par l'État. Ça fait partie de nos chantiers. Parce que nous sommes un organisme d'utilité publique. Oui, nous luttons contre tout, la corruption, le crime environnemental, la contrefaçon des faux médicaments, la vente illicite des médicaments, etc. etc. Donc, voilà. Notre ambition, c'est ça, madame. Des combats qui méritent d'être connus. Un dernier mot pour conclure cette émission? Mais vous remerciez, madame Fatou Ngom Thiam, de m'avoir donné l'opportunité de me prononcer, non pas sur mon parcours, mais plutôt sur ACA. ACA, je l'ai créé en 2017. C'était une association. Et j'avoue que j'ai fait 1 an pour avoir le récépissé, quand je l'ai créé avec des amis. C'est en juin 2023 que j'ai eu l'agrément comme ONG. Et je vais continuer à me battre, si Dieu me laisse la vie, pour en faire un outil majeur de la société civile à la disposition des décideurs. Sénégalais et africains. Sénégalais et africains. Nous aurons également une tournée africaine. C'est le mot de la fin. Merci d'avoir été notre invité pour cet entretien spécial, Monsieur le Président. Ça a été un très grand plaisir, un honneur même, dirais-je, de vous avoir reçu sur ce plateau de Sans Frontières. Merci, Fatou. Merci beaucoup. Merci. Merci, je vous remercie. Merci. Nous recevions donc M. Ngouda Fall Kane, président de l'ONG ACA, ancien président de la SANTIF, inspecteur général d'État, un entretien spécial que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci à Khalil, Prince Khalil, qui était à la régie. Rendez-vous très bientôt pour un autre entretien spécial avec une autre autorité que vous aimeriez avoir, bien sûr, sur ce plateau de Sans Frontières TV. Et merci encore de nous soutenir. Merci de votre fidélité à nos programmes. À très bientôt.